Alors, bienvenue au troisième café aux herbes. Donc, je suis Florence Orbrac, formatrice en botanique et en plantes médicinales sauvages. Et aujourd'hui, je suis invitée par Marion, qui me fait goûter, alors ça ne sera pas une boisson chaude cette fois-ci, mais c'est quand même à partir de plantes, elle me fait goûter un vin d'orange amer. Commencer par le servir. Ouais, il a une très belle couleur en tout cas. Merci. Alors, il n'a pas toujours la même couleur. Ouais, Ça, c'est la couleur de l'année. Ah bah, j'ai même pas marqué l'année dessus. Mais celui-ci, c'est l'année 2018. d'accord. Celui de l'année 2019, il est dans les jerrycans encore. D'accord, il attend de macérer un petit peu. C'est ça, il attend la fin de sa macération avant la filtration. D'accord, et donc tu le prépares à quel moment de l'année ça? Ben, au moment où il y a des oranges amères en fait. Donc Ouais. chez nous, on se rend pas trop bien compte de quand est-ce qu'il y a des oranges amères, mais c'est à peu près la même période que les autres agrumes. Donc en fin d'hiver, souvent voilà, D'accord. entre février et mars, avril. Ça dépend aussi de quand est-ce qu'on peut aller récolter nos oranges amères. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a des orangers avec des oranges amères pas loin d'ici en fait. Alors, pas tout à fait. Il n'y en a pas vraiment dans l'Hérault et les orangers avec les oranges amères, on va les trouver en Corse, en France et puis après plus dans le Var. Dans l'Hérault, il n'y en a pas. Et en fait, nous, on les ramène du Maghreb et principalement de Tunisie. D'accord. Voilà. Et ça parce que on fait pas mal de terrain, surtout mon compagnon d'ailleurs, au Maghreb, de terrain botanique au Maghreb. Et moi, c'est un peu au Maghreb en fait que j'ai commencé la botanique professionnelle entre guillemets. D'accord. D'accord. Voilà. Sur une flore assez différente de celle d'ici, mais avec des similitudes quand même. Avec beaucoup de similitudes en fait. Ouais, beaucoup de similitudes et avec quelque chose qui est très intéressant pour un botaniste français, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces rares, enfin en tout cas un certain nombre d'espèces rares et protégées chez nous, qui sont communes au Maghreb. D'accord. Donc ça permet en fait de voir des choses facilement, des choses qu'on voit difficilement chez nous. D'accord, des choses rares en grande quantité finalement. Voilà, c'est ça. Super, ah oui, ça c'est bien. C'est Donc ça. là on a un peu vendu la mèche, maintenant on sait que tu es botaniste. Effectivement. Voilà, donc toi tu travailles avec les plantes, pas forcément les plantes médicinales, mais toutes les plantes. Ouais, toutes les plantes, ouais, Voilà. effectivement. Alors j'ai commencé en fait j'ai commencé avec les plantes du Maghreb, les plantes des milieux humides principalement. Et ma formation de base, ma formation, on va dire, universitaire, elle s'est terminée avec une spécialisation sur les plantes invasives. D'accord. Donc par exemple le sénesson du Cap et ce genre de choses. Par exemple, ouais, c'est ça, la renouée du Japon, l'arbre à papillons, d'accord. Et plein d'autres. Okay. Je vais goûter ça. Ça sent bon. Ouais, ça sent le miel. bon, ouais. C'est délicieux. On est sur un côté pain d'épices, mais beaucoup plus boisé en fait. Ouais, c'est le fait d'avoir les oranges amères qui donne ça en fait. Il est faisable avec des oranges douces, mais du coup il a un côté beaucoup plus sucré et liquoreux. Ouais. Là, son côté un peu amer, et voilà, c'est vraiment l'orange amère qui donne ça. Ouais, d'accord. Et du coup, tu fais ça avec du vin blanc? Ouais, du vin blanc. Certains le font avec du vin rouge, mais c'est quand même meilleur avec du vin blanc. Un peu d'alcool. Donc, à l'heure actuelle, voilà, ceux qui peuvent encore distiller peuvent utiliser leur alcool. Sinon, on utilise de l'alcool de fruits à 40 degrés, quoi. Mais le mieux, c'est de trouver de l'alcool pur. Ça, je peux peut-être te donner des adresses. Ah, ça nous intéresse alors. Je peux te trouver des adresses. Et après, un peu de vanille et du sucre. Ah oui, voilà. D'accord. Ok. Et tu disais que ça n'a pas forcément toujours la même couleur? Non, déjà ça dépend du sucre qu'on utilise. Dans la mesure du possible, nous on essaye d'utiliser plutôt du sucre roux. Après, voilà, ça arrive qu'on ait que du sucre blanc sous la main, et comme les oranges amères, une fois cueillies, elles se conservent pas très vite, il faut le faire assez rapidement. Et puis après, même au niveau des oranges, en fait, en fonction, les oranges amères, elles ont des tailles variables, très grosses, très petites. Et du coup, la proportion, on va dire, d'écorce par rapport à la proportion de jus va changer en fonction de la taille de l'orange et du nombre d'oranges qu'on va mettre. Et ça va aussi faire varier la couleur. Et après, en fonction du temps de macération, normalement c'est 40 jours. Mais comme c'est 40 jours en début de saison botanique, ça arrive que ça dure plus longtemps parce qu'on n'a pas le temps de le filtrer. Et du coup, plus on le laisse longtemps, plus il est foncé. Donc tu veux dire que le printemps, pour les botanistes, c'est une saison qui est bien remplie? Oui.
En général, c'est assez bien rempli, ouais. Ouais, Et en tout cas, pour nous, c'est vraiment bien rempli. Et encore, on a de la chance, j'allais dire, parce qu'en zone méditerranéenne, la saison, elle est assez large. Elle démarre tôt, en fait. Dès le mois de janvier, on peut être amené à faire du terrain botanique. Et alors, elle s'arrête en général pendant l'été parce que, pour le coup, tout est grillé. Mais elle peut redémarrer à l'automne. Donc, ça laisse une palette un peu plus large. Après, moi, je viens de Haute-Savoie et c'est vrai que, du coup, la saison botanique est un peu plus restreinte. Et un peu plus concentrée aussi. Mais après, oui, du coup, tout le terrain se fait à cette période-là. Donc du coup, ouais. Il faut être dehors autant qu'on peut. Il faut être dehors autant qu'on peut, ouais. C'est ça. L'avantage qu'on a avec la botanique, c'est que les plantes bougent pas et sont, on va dire, moins dépendantes de la météo que les animaux. Oui, d'accord. Voilà, à partir du moment où elles ont commencé à pousser, même s'il y a une journée de pluie, elles vont être là, ce qui n'est pas le cas des animaux. Mais bon, il faut quand même être dehors, quoi. D'accord. Et du coup, toi, tu travailles aux écologistes de Leuzière? Ouais, je travaille aux écologistes de Leuzière. Je suis rentrée en fait aux écologistes de Leuzière comme botaniste et comme écologue généraliste. Mes premières études, du coup, ça a été, parce que j'ai été tout de suite sur le terrain à l'automne, du coup, ça a été sur les plantes invasives. C'était ma spécialité à la base, donc j'ai commencé par faire un mois de terrain sur les plantes invasives. Et puis petit à petit, d'année en année, j'ai un peu diversifié mes terrains botaniques, sachant que je suis quand même un peu plus spécialisée des milieux humides, bords de cours d'eau, mares temporaires. Voilà. Je connais un peu moins bien tout ce qui est milieu sec, pelouse sèche. Alors la garrigue, on va dire classique, ça va parce qu'il y en a partout et puis tu me promènes quand même un peu en dehors des cours d'eau. Mais après, tout ce qui est un peu plus typique, rocaille, voilà, pelouse vraiment très sèche. Notamment sur les causes, voilà, ça je connais un peu. Okay. Qu'est-ce qui t'a amené à la botanique? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une question qu'on te pose tout le temps en plus, je suis sûre. Pas si fréquemment que ça. Ah oui. Non, pas si fréquemment que ça, mais j'ai vraiment commencé, on va dire, consciemment la botanique à la fac et à faire des choix vraiment en botanique à la fac. Après, je pense que c'était guidé par des choses beaucoup plus anciennes et notamment par mon enfance, où j'allais beaucoup me promener, notamment avec mes grands-pères. Et à l'époque, on faisait des cabanes, on ramassait des plantes pour faire des tisanes, un petit peu pour cuisiner aussi. Et je pense que ça m'est resté en fait. D'accord. Voilà. Donc l'habitude de se promener, de ramasser du végétal. Ouais, c'est ça. Pas faire de des herbiers aussi. Pas de soupe de lézard. Non, pas de soupe de lézard. J'ai beaucoup aimé les reptiles aussi, mais c'est vrai que j'ai été moins aussi accompagnée sur la faune. Donc du coup, c'était peut-être moins facile pour moi. Et puis, il y avait moins de partage possible en fait. Je pense que ce que j'ai aimé aussi au départ, c'était de partager ça. D'accord. Et du coup, sur la botanique, c'était les personnes qui m'entouraient étaient plus sur la botanique. Donc c'est un peu ça qui m'a plu au départ. Et puis après, il y a aussi, la botanique, c'est pas seulement les plantes sauvages, c'est tout ce qui est l'utilisation qui va avec aussi. Après, ça peut être le potager, ça peut être les tisanes, les plantes médicinales. Et en fait, c'est un peu cette multiplicité-là qui, même dès adolescente, me plaisait dans les plantes, en fait. D'accord. Qui est moins facile à trouver sur les reptiles ou les papillons. Sauf recette de sorcière. Voilà, c'est ça, ou chinoise, je sais pas trop, mais... Et du coup, quand tu dis que vous ramassiez certaines plantes pour les manger, c'était par exemple quoi? Alors ça c'est... Alors on ramassait un petit peu les salades, notamment la mâche. Je me souviens avoir ramassé de la mâche sauvage avec mon grand-père. On faisait, alors ça c'est un peu à part de la botanique, mais on faisait beaucoup les champignons aussi avec mon autre grand-père. Et du coup, quand on cherche les champignons, on apprend à reconnaître les habitats dans lesquels ils sont. Donc on regarde les plantes aussi par définition. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et après, pour les tisanes, la bruyère, justement. Et puis, après, le thym, le romarin. D'accord. Je venais en vacances dans le sud avec mes grands-parents et on ramassait un peu les plantes aromatiques. Ouais. Qu'on ramenait en Haute-Savoie. Ouais, c'est bien, ça sent bon dans la voiture, ça. C'est ça. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui te motive le plus dans ce métier? C'est quoi, à ton sens, la grande utilité du métier de botaniste et puis peut-être sa grande difficulté aussi?
tant qu'à faire. Je sais pas, la grande utilité, j'aurais du mal à la caractériser en termes de métier utile. Moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est que les découvertes sont quasiment infinies en fait. Donc ça a un côté magique, on a l'impression qu'on a toujours des choses à apprendre. Bon, c'est le cas dans beaucoup de métiers, mais en tout cas, celui-là a un côté assez magique pour moi. Et puis on est dehors. On est dehors et on est au rythme des saisons en fait. Ouais. Et ça, c'est aussi un côté magique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où si on veut observer le rhododendron, on ne peut pas y aller n'importe quand, à n'importe quel moment. Il faut attendre et en fait, ça nous replace un peu dans le rythme naturel des choses. Et c'est assez agréable. Et après, la grande difficulté de la botanique, c'est le pendant des découvertes illimitées, c'est la multiplicité des espèces. C'est un peu la grande difficulté, c'est que on n'arrive jamais au bout, on maîtrise jamais vraiment complètement la botanique en fait. Donc déjà, ça m'a pris très longtemps avant de pouvoir dire que j'étais botaniste. J'avais l'impression que pour pouvoir dire que je suis botaniste, il fallait que je reconnaisse un nombre quasi illimité d'espèces. Bon, ce qui n'est pas vrai en fait. J'en ai fait le deuil. Heureusement, il y a les flores pour pouvoir les déterminer. Du coup. Et ouais, c'est ça, voilà. Et ça, c'est une des grandes difficultés. Et après, même pour les flores, il y a quand même un côté vocabulaire qui est assez difficile au départ. Et on le voit parce que je donne des formations en botanique aussi. Je ne fais pas seulement de la botanique de terrain. Et c'est vraiment la première chose qui rebute en fait les gens dans le fait d'appréhender la botanique. C'est vraiment ce vocabulaire. Ils ont l'impression que c'est très spécifique, quasiment incompréhensible et illimité justement. Qu'il faut tout réapprendre en fait. C'est ça, voilà. C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais du coup pour les aider à passer ce cap? Parce qu'en général, si tu les as comme étudiants, c'est qu'ils ont déjà une passion ou en tout cas un besoin dans leur profession, j'imagine, d'appréhender, de maîtriser ces choses-là. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pour les aider à franchir cette première répulsion La première chose déjà, c'est, je pense, de décomplexer les gens. Faut pas se faire non plus trop d'idées, trop rêver, à part les grands botanistes qui travaillent sur les flores. Aucun d'entre nous, je dirais petits botanistes, sommes capables d'identifier de manière illimitée des espèces d'un seul coup d'œil en retenant l'ensemble des critères de mémoire. Et ça n'existe pas en fait, c'est pas ça un botaniste de terrain. Un botaniste de terrain, c'est celui qui utilise tous les outils à sa disposition pour arriver à trouver le nom d'une plante. Et puis ça met pas forcément juste 3 minutes en regardant dans une flore, des fois ça met 2 semaines, 3 semaines, des fois plus, des fois 6 mois. Et c'est pas grave en fait. Et l'important c'est de se raccrocher déjà à ce que eux connaissent. Et ça en fait ça les rassure. C'est-à-dire que s'ils commencent par connaître les plantes parce que ils les ont fait en tisane, ils les ramassent, c'est déjà qu'ils font de la botanique en fait. Oui, sans le savoir. Sans le savoir, ouais. Et du coup, aborder la botanique par cet angle-là, souvent, et leur montrer que c'est utile, et qu'il n'y a pas que les grandes flores pleines de critères microscopiques pour les aider derrière à identifier. Les guides peuvent être très utiles aussi. Maintenant, il y a les ressources internet aussi. Donc, en fait, on a beaucoup de ressources à notre disposition et de voir qu'en fait, même des botanistes professionnels embauchés pour ça n'arrivent pas forcément à identifier toutes les espèces et retournent dans les livres. En fait, ça leur fait du bien. Ils se disent, bon, ça va, en fait, c'est pareil que moi, presque. Voilà, du coup, une fois qu'ils sont un peu décomplexés là-dessus, en général, ça va mieux et ils s'en sortent très bien. En fait. Et même sur les formations débutantes, on en a au bout de 3-4 jours de formation qui commencent à sortir la flore méditerranéenne. Qui n'est pas si facile que ça. Il y a quelques embûches côté vocabulaire justement qui sont pas mal. Voilà. Ok. Et du coup, ce week-end, demain en fait, c'est la sortie salade sauvage, la grande sortie salade sauvage des écologistes de Leuzière, qu'on fait tous les ans depuis, je pense, 25 ou 30 ans. Qui a beaucoup de succès. On accueille en général entre au moins 200 et 300 personnes, donc c'est une grande sortie et qu'on fait du coup en partenariat, à la fois avec les botanistes salariés de l'association, mais aussi avec une grosse équipe d'adhérents en fait. Les adhérents qui animent la sortie sont plus nombreux finalement que les salariés. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Et c'est un beau moment de partage avec les gens en fait. Oui.
Et c'est un moment où vous faites faire aussi de la botanique aux gens, mais sans le leur dire pratiquement. Voilà, sans le leur dire, ouais. C'est exactement ça. C'est qu'on a quand même toujours un peu le guide des salades dans la poche pour pouvoir leur montrer des choses, mais effectivement, on leur apprend la botanique, qui est en plus pas une botanique difficile, c'est la botanique des rosettes, des plantes en rosette. Donc c'est en général, parce que même nous, on reconnaît parmi le moins, quand il y a les fleurs c'est facile, quand il n'y a pas les fleurs c'est plus dur. Ouais. Et du coup, on leur apprend à distinguer les rosettes de feuilles. Voilà. Une façon de leur dire, maintenant que vous avez fait le plus dur, vous pouvez passer à autre chose. Voilà, c'est ça, exactement, ouais. Exactement. Et en plus, ça vous nourrit. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton métier, sur ton amour des plantes aussi, et sur tes préparations, vu que tu en fais peut-être d'autres Ouais, alors on a testé pas mal de vins différents. J'avoue qu'on avait une petite préférence pour les mélanges sur les vins, sur les alcools. Et l'autre que j'ai failli te faire goûter aussi aujourd'hui, mais ma production est un peu plus ancienne, donc je trouvais qu'elle était un peu moins bonne, c'est le vin de Sureau. Ah ouais, qui est un peu plus classique et que les gens connaissent plus parce que ça se ramasse dans la région. Mais voilà, le vin de Sureau, c'est aussi un très bon vin. Et la nourriture, d'ailleurs, c'est un très bon moyen de faire de la botanique aussi. Ah oui, c'est sûr. La botanique dans l'assiette. Voilà, pas que les plantes médicinales, parce que les plantes médicinales, souvent les gens trouvent ça un peu plus dur aussi, à part quelques-unes qui sont assez classiques. Mais en tout cas, pour la nourriture, ça fonctionne bien. Oui, avec les odeurs, les goûts et tout ça. Ouais. Les odeurs, les goûts. Et en fait, on peut tout goûter. Hein. Même les plantes dites toxiques, en fait, la toxicité est relative à la quantité qu'on ingère. Donc, il ne s'agit pas de manger une dizaine de feuilles, mais juste mordre un peu du bout des dents une feuille pour savoir si elle est amère, piquante. On peut le faire sur toutes les espèces, en fait. Ouais. Même sur le laurier rose, tu dirais? Mais même sur le laurier rose, en fait. Alors, faites-le pas faire à des enfants, effectivement, voilà, qui sont encore un peu fragiles, mais sur un adulte en bonne santé, sur une personne âgée, du coup. Mais sur un adulte en bonne santé, juste mordiez le bout d'une feuille de laurier rose. Vous ne vous retrouverez pas aux urgences à l'hôpital. D'accord, ça sera peut-être désagréable. Ouais, voilà, ce sera probablement désagréable, mais voilà, pas... Même les champignons, en fait, toxiques, on peut faire pareil. D'accord. Voilà, il y a un très bon, je ne sais plus comment on appelle ça, mycologue, voilà, qui, pour déterminer les champignons, fait pareil qu'avec les plantes, les gouttes. D'accord. Eh ben. Même les toxiques, voilà. Le yébaï... De ses collègues. Bon, bien se rappeler qu'il ne faut pas mastiquer et pas avaler dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Il faut vraiment juste le goût et après on crache. Ouais. C'est ça. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Marion. Du coup, ce que je peux faire, c'est que... Alors, je mets toujours, sous les vidéos, je mets toujours des liens. Donc, sous cette vidéo-là, je mettrai bien sûr le lien de l'association des écologistes de Lozère. Et puis, je rajouterai peut-être des liens vers des distillateurs, du coup, parce qu'il existe des distillateurs, ils ont des ateliers publics en fait de distillation. D'accord. Donc moi j'en connais un à Faugères, c'est l'atelier du bouilleur, j'en connais un à Uzès, et j'en connais un au Vigan à côté de chez moi en fait. Et donc petit à petit c'est des choses qui essaiment comme ça, et donc c'est des gens dont le métier de distiller, le métier n'est pas forcément de produire de l'alcool, mais le métier de distiller. Et donc, on peut aller chez eux avec sa production, qu'on soit un particulier ou un professionnel. D'accord. Et on peut faire distiller à façon sa production. Et on peut aussi, du coup, acheter de l'alcool si on a besoin pour des transformations. D'accord, mais je ne savais pas. Pour ce genre de choses. C'est bon à savoir. Donc, ça existe. C'est un peu l'Eldorado chez nous de ce truc-là. Donc, c'est bien. C'est ça, parce que dans tous les alcools à base de plantes, il y a forcément un peu d'alcool pur. Voilà, sinon ça continue à fermenter et c'est pas bon. C'est ça, ça pétille après. Ouais, voilà. Et ben du coup, sur ces bonnes paroles, nous on va finir notre tisane de l'après-midi. C'est ça. Avant d'aller chercher les enfants à l'école. Voilà, ça fait sérieux, c'est bien. Et du coup, à bientôt pour un autre café aux herbes.